2018. Il a été président de la commission PAJ à son actif. Plusieurs propositions de loi déposées à l'Assemblée nationale et, comme vous savez, député très actif dans le débat, aussi bien à l'hémicycle que dans les médias ou dans les conférences. Le député César est également avocat. Il va nous parler des attentes du G13 pour la suite du processus électoral en République démocratique. Merci aux organisateurs de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur cette question qu'en réalité, personnellement, je porte depuis 2012, la question de la transparence du processus électoral. Il vous souviendra que la proposition de loi que j'avais faite à l'époque avait déjà pour objet la transparence du processus électoral et je vais m'expliquer pourquoi. Une précaution juste, parce qu'on m'a dit que je devais parler pendant 4 minutes, je viens de suivre le collègue qui a pris un temps un peu plus long que celui-là, et donc vous me laisserez m'exprimer, d'autant plus que dans son propos, j'ai le sentiment d'avoir recruté un 14e membre du G13, donc il s'en fait le porte-parole. Donc nous porterons mieux la parole par nous-mêmes que par d'autres pour expliquer ce que sont nos positions et ce qui s'est passé. Donc je voudrais dire une chose. À suivre le collègue, je crois que nous sommes au cœur du problème congolais. Quand on parle des élections, la plupart des acteurs politiques considèrent qu'il s'agit d'une question de régler l'accès au pouvoir. Et dans la définition congolaise de l'accès au pouvoir, il a insinué tout à l'heure, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, que l'on doit conserver par tous les moyens. L'allocution de Lincoln, le pouvoir du peuple par le peuple, c'est le respect de la volonté du peuple. Les Anglais disent il faut avoir skin in the game, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer le jeu électoral sans que les acteurs politiques ne mettent en jeu leur propre peau. On ne va pas à une élection avec l'idée de pouvoir l'emporter. On va à une élection en vue de constater la volonté du peuple. Il faut d'abord une révolution au sens de la mentalité, de notre rapport à l'élection. Jamais le G13 n'a proposé une loi en vue de privilégier tel ou tel autre camp ou avoir un agenda politique comme il l'a insinué. D'ailleurs, si la proposition du G13 a été aussi bien combattue par la majorité, à l'époque FCC Cash, je ne sais pas si les collègues en faisaient partie à l'époque, et par l'opposition, c'est bien parce qu'il s'agissait d'une initiative citoyenne et républicaine au-delà des camps politiques pour dire ceci. Est-ce qu'on peut aller à une élection où celui qui l'organise considère que l'issue de cette élection est à la fois aléatoire et dépend du seul vouloir de la population? Et qu'on ne profite pas de la situation que l'on a de la majorité, disait Tocqueville, Alexis Tocqueville, l'abus de la majorité en considérant que parce qu'on est au pouvoir, on arrange tout pour pouvoir l'emporter et donc on prépare le schéma de la fraude. Telle est la question. Mais cette question, pour ceux qui sont hommes d'État et qui ne la posent pas en termes de conquête et de conservation de pouvoir, est au cœur de la reconstruction de notre État. Moi, je suis très sidéré de voir que les Congolais, nous disons, oui, le Rwanda nous a envahis, que nous n'avons pas d'armée, que nous n'avons pas de justice. Mais le mode que nous avons choisi depuis 1990 pour restructurer l'État et restaurer l'État, le nouvel ordre politique issu des accords de Lusaka, consacré à Sun City, et qui a été élaboré dans le cadre de la Constitution de 2006, c'est de dire que nous allons reconstruire l'État par le mode démocratique. On n'a pas fait le choix de laisser prospérer une rébellion et qui prendrait les dessus sur les autres.
On n'a pas fait le choix que le rapport de force allait dégager par la violence un nouvel ordre politique. On a dit, on va, par le biais des élections, permettre à ce qu'un nouvel ordre politique reconstruise l'administration, la justice, l'économie du pays, protège la nation. Et c'est depuis 90, nous sommes dans cette situation. Nous ne sommes pas en mesure de bâtir un État authentique, fort, capable de défendre à la fois la souveraineté, l'indépendance nationale. La question, je vais vous étonner, c'est celle de la transparence électorale. Pourquoi est-ce que Mobutu, entre 90 et 97, refuse d'aller aux élections? Pourquoi les opposants refusent d'aller aux élections? Et on est surpris un jour par une guerre qui vient tout chambouler. Parce que ceux qui sont au pouvoir à l'époque considèrent qu'ils vont aller aux élections en contrôlant la mécanique électorale et qu'ils doivent l'emporter. Et Mobutu disait, comme disent ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et comme disaient ceux qui étaient au pouvoir hier, nous allons gagner les élections, le jeu est joué d'avance. Le refus de donner au peuple le droit de se choisir ses dirigeants. Voilà l'enjeu. Le second enjeu, c'est de mettre en place un État. L'enjeu n'est pas de défendre les intérêts politiques. J'en ai pas. Le seul intérêt politique que j'ai, c'est reconstruire un État qui soit un État fort et qui ait des structures. Parce que, aussi longtemps que nous aurons des institutions directement ou indirectement critiquées, qui manquent de légitimité, il nous manquera de la force pour faire, bâtir, avoir une défense qui tienne la route et tout ça. Et après, on appelle les gens, bon, unité nationale et unité nationale. Je referme cette parenthèse parce qu'il faut bien situer les débats et ne pas s'égarer sur ce que l'on veut. Édouard Balladur, qui est un grand réformateur, disait que le changement, le réformisme, c'est le domaine d'élection du changement pacifique. Il entend améliorer les systèmes existants, alors que le maintien à l'État n'a pas encore donné lieu à la contestation violente ni au désordre. Il précède l'événement avant qu'il ne soit trop tard. Il suppose une prise de conscience lucide des tensions de la société. J'ai comme le sentiment que cette loi électorale, et d'ailleurs quand on m'a invité, n'a pas pris conscience des tensions de notre société, de l'expérience que nous avons. Et je vais les démontrer. Quand on m'a invité ici, l'intitulé de ce panel, je me posais la question, est-ce qu'on va parler d'un autre pays ou on va parler du Congo? L'honorable Mbaou a dit, notre droit positif ne définit pas la notion de la transparence, que si, parce que nous sommes partie prenante à la déclaration des principes pour l'observation internationale des élections et la conduite d'observation électorale qui définit clairement la transparence, ce qu'il en est. C'est un instrument ratifié par la RDC et nous sommes partie prenante. Donc il ne faut pas dire des choses comme ça. Et quand j'ai été invité ici, j'étais surpris que dans le cadre de ce panel, on me dise, on va parler, en fait, l'intitulé, c'est un double oxymore. Oxymore, ça veut dire, c'est le rapprochement de deux contraires à chaque fois. Et quand on a un double oxymore dans l'intitulé d'un texte, on est presque anéanti. Le premier de ces oxymores, c'est penser qu'on va aller en 2023 avec des élections transparentes. Dire 2023 élections transparentes, c'est un oxymore. Pourquoi? Parce que la transparence est étrangère au processus qu'on s'est donné pour 2023. Pourquoi? La transparence a trois piliers. Le premier pilier, c'est l'indépendance de l'organe de gestion électorale, la CENI. Le deuxième pilier, c'est l'indépendance de la justice. Le troisième pilier, c'est une loi électorale, non pas qu'il soit de compromission, parce qu'il y a eu de la compromission dans la loi électorale. Et je vais le dire et je vais le démontrer. Mais qu'il soit une loi consensuelle et qui résolve les tensions de notre temps, qui puisse atténuer cette réserve de la violence dans notre société et qui permette aux institutions d'être libérées et de pouvoir travailler.
Vous prenez le premier pilier, c'est la première fois depuis la Troisième République que nous avons une CENI qui est monopartisane. Ce n'est un secret pour personne. Alors quand vous me parlez des élections de 2023 qui seront transparentes, je dis on est dans l'oxymore parfait. C'est comme dire soleil de la nuit. Le soleil est clair, sauf que là, il apporte des ténèbres. Vous n'avez pas une CENI qui reflète la pluralité, le pluralisme de notre société. Elle est monopartisane. Elle est contrôlée dans un camp. Et on le sait. Ce n'est un secret pour personne. Ne faisons pas semblant. Parce que la particularité congolaise, c'est d'avoir cet art exquis de faire semblant devant les réalités. Depuis un temps, j'ai décidé, moi, je ne ferai plus semblant, je ne ferai pas de compromis avec la bêtise. Deuxième chose, c'est l'indépendance de la justice électorale dont l'organe régulateur, parce que c'est le sommet du contentieux électoral et la Cour constitutionnelle. Dans quel état se trouve cette Cour? Cette Cour constitutionnelle a été brocardée, on a changé les membres, on en a fait une composition calibrée pour contrôler par un camp politique les décisions. Aujourd'hui, cette Cour a perdu à la fois en indépendance, en crédibilité, si bien que personne de sérieux, je dis bien personne de sérieux, ne peut estimer qu'avec la CENI, en l'état actuel, la Cour constitutionnelle brocardée comme elle l'est, et je suis très bien placé pour en parler, j'en suis l'auteur de la loi, et je sais comment est-ce qu'on a ici modifié cette histoire pour pouvoir le contrôler par un camp politique. Ça a été fait par le pouvoir précédent, c'est fait par le pouvoir actuel. Les deux piliers essentiels de la transparence sont donc absents. Il nous en reste un troisième, c'est la loi électorale. Alors, là aussi, on a le deuxième oxymore, ce qu'on dit innovation de la loi, de la nouvelle loi électorale. Bon, ok. On va dire innovation. Ok, je vous l'accorde. On peut l'inventer. Mais enfin, quand vous regardez le texte, ce texte comporte des contradictions fondamentales. La première des contradictions, il vient de l'évoquer sur le seuil. On ne fait pas une loi parce qu'on veut se faire plaisir. Et on n'est pas là dans l'ordre de dire, bon, j'ai des préférences ou quoi. On fait une loi par rapport aux problèmes que l'on a rencontrés. Et si ce que l'on a proposé est pire que ce qui existe, ça ne sert à rien de pouvoir le modifier. On devrait dire ici, et je crois que les législateurs, ceux qui sont restés dans la majorité, devraient dire, avoir le courage de dire, ils ont introduit les doubles seuils, plutôt que de dire qu'ils ont introduit le seuil au prorata. Non. Pourquoi on voulait remplacer le seuil électoral par le prorata? C'était ça l'option. L'option, c'était par rapport à la manière dont on a géré les contentieux du seuil lors des élections passées. C'est la première élection, Rachel a rappelé ici, je crois que mon collègue est primo-député, c'est la première fois qu'il y arrive, mais j'y étais depuis 2006, c'est la première fois que je suis élu député. Je peux vous dire, je ne connais pas quel a été le seuil que ma liste a rencontré, je ne sais pas si lui le sait, et quel est le nombre de voix que j'ai eu. C'était la confusion la plus parfaite. Je suis député, je suis à la fin de mon mandat, c'est la première fois que je ne le sais pas. Le seuil électoral que nous avons combattu avec l'UDPS, avec le MLC, avec tous les partis politiques aujourd'hui qui font partie de l'Union sacrée, en tout cas la grande partie, tout d'un coup a retenu et est devenu plus vertueux. Que soit supposé. C'est ce qui a été utilisé uniquement dans l'objectif de manipuler les résultats électoraux, a privé les résultats de 2018 de la transparence. Et c'est pourquoi on a dit on casse le seuil, on met en place un élément qui sera un filtre en amont que tout le monde peut contrôler, au moins c'est transparent. Transparent veut dire que ce qui est fait est acceptable et est acceptable parce qu'il est objectif et s'impose à tous.
Or ici, on a eu une machination interne à la CENI. Seule la CENI savait tous les résultats, comment il les a construits. Vous aviez le seuil, il n'avait pas le seuil. Et quand on invalidait un candidat ou qu'on annulait des voix d'un candidat, on ne modifiait plus le seuil. Ça veut dire qu'on avait des listes qui restaient avec des élus qui avaient des seuils. Alors, il y a aussi des choses, ceux qui ont fait un peu des mathématiques, l'analyse combinatoire le savent. Vous ne pouvez pas avoir sur une liste un candidat qui a 3000 voix et qui est élu et qui a rempli le seuil. Ça voudrait dire que dans l'ordre normal de choses, mathématiquement, c'est la pointe la plus avancée de sa liste. Or, quand vous prenez le nombre de candidats de sa liste et vous leur mettez même 10 000 voix chacun, vous ne comprenez pas comment cette liste-là arrive au seuil. Et il y a des listes comme ça, il y a des exemples. Donc on a dit le seuil, il faut l'enlever. Bon, on n'a pas préféré, on a dit on va mettre le double seuil. Tant mieux. Et ce qui est particulier, parce que laissons les G13 porter sa propre parole. Lorsque nous avions vu que c'était encore la majorité FCC Cash, que nous avions rencontré le président de la République, nous avons rencontré tous les acteurs politiques, tous ceux qui sont dans l'Union sacrée aujourd'hui, à quelques exceptions, étaient d'accord pour la suppression du seuil. Mais c'est le droit de l'Assemblée que de devoir décider. Quand on a dit régime légal exhaustif, voire électronique, qu'est-ce que l'on a voulu dire? Il y a le professeur Carsten Schaumann, qui est spécialiste des questions électorales et notamment sur le vote électronique. Il a écrit ceci. Il y a plein de manières de pirater une machine. Avec une clé USB, on infecte le matériel avec un virus. On peut aussi modifier les composants en démontrant la machine. Mais la manière élégante de le faire, c'est de le faire à distance. Pas besoin de toucher la machine ou d'interagir avec. Vous pouvez être à l'extérieur, dans une voiture, et changer tous les résultats de plusieurs machines par l'intermédiaire de votre ordinateur. Quand on a dit on veut organiser les votes exhaustifs, pourquoi? Parce que la Constitution confère aux législateurs seul le droit d'organiser les régimes de vote. Or, la loi telle qu'ils l'ont faite reconduit le même système qu'avant, c'est-à-dire qu'il transfère cette compétence à la CENI, qui fait ce qu'elle veut. Alors, ce renvoi-là donne le droit à la CENI de créer les modalités de vote semi-électronique ou électronique, et ils viendront dans les cafouillages comme ça a été avec la machine à voter, et ils vont nous amener comme ça aux élections sans qu'il y ait le contrôle des législateurs. La proposition qui était la nôtre était de dire il nous faut une loi d'homologation parce que c'est une compétence exclusive du législateur pour assurer la protection des droits et libertés. Alors, l'article 47 évoque l'arbitrage. On dit que c'est clair. Non, ce n'est pas clair. L'arbitrage en faveur du vote manuel en cas de vote électronique. Mais ce conflit de vote, le texte ne parle pas du vote semi-électronique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, est-ce que le vote semi-électronique est assimilé au vote manuel, auquel cas l'arbitrage est exclu? Ça veut dire, vous savez, on dit dans la loi telle qu'elle est rédigée, pas telle qu'on la pense. Vous prenez l'article 47, il dit, en cas de conflit entre le vote manuel et le vote électronique, on réfère au vote manuel. Mais on ne cite pas le vote semi-électronique. Ça veut dire quoi? Soit on a assimilé le vote semi-électronique au vote manuel, auquel cas le conflit n'a pas à être résolu. Mais ce que je dis n'est pas qu'une boutade. J'ai suivi, effectivement, on va m'opposer, j'ai suivi le président de la CENI. Il a raconté qu'il n'y aura pas de vote électronique. Il a raconté aussi que, en cas de conflit, on va privilégier les votes manuels. Ma question, que vaut la parole du président de la CENI? Parce que moi, je vous parle de la loi. Que vaut la parole du président de la CENI? En 2018, Nanga nous a dit, président de la CENI, les machines à voter, juste imprimées. Les machines à voter ne feront rien d'autre qu'imprimer. Qu'est-ce que nous avons vu? Il y a des observateurs dans cette salle. Les machines à voter ont transmis les résultats alors que les centres de compilation n'avaient pas formé. Cette transmission des résultats était contrôlée par qui? Par la CENI. Et vous avez une CENI monopartisane. Donc moi, quand vous me parlez du vote électronique, vote exhaustif, nous n'avons pas voulu introduire le vote électronique. Nous avons dit que le vote électronique devait être encadré si c'était le choix
qui était fait par les législateurs. Et la rédaction aujourd'hui n'emporte aucune innovation par rapport à des améliorations qualitatives de ce que c'était en 2017, la loi de 2017. Alors, vous avez 5 obligations trompeuses. Si vous lisez cette loi, on va vous dire obligation d'afficher les résultats des bureaux du bureau, obligation de publier les résultats sur le site internet, obligation de publier la cartographie électorale, obligation de transmettre les plis aux cours des tribunaux, obligation pour les cours tribunaux de se servir de ces plis lors des contentieux. La seule question, quelle est la sanction si ce n'est pas obligé? Aucune. Donc ce n'est pas une obligation. Ce n'est même pas la soft law. On sait comment ça se passe. Alors, il ne faut pas non plus qu'on nous fasse un dessin en disant oui, on a amélioré. On est en train de parler des choses sérieuses. Là, on a une obligation qui n'est assortie d'aucune sanction. Nous sommes au Congo, quoi. Nous sommes au Congo où les acteurs agissent, et ce sont les mêmes. Ils agissent de la même manière face à ce type de comportement. Donc, n'encourant aucune sanction en réalité effective, ces obligations ne représentent rien. Alors, une des clés importantes sur laquelle je voudrais bien m'exprimer, c'est la publication des résultats et la cartographie électorale. De quoi s'agit-il? La cartographie, on peut en parler. D'ailleurs, j'ai appelé des membres de la CENI, je vais les citer. Aujourd'hui, on fait une opération de repérage électoral. Et vous savez ce qui se passe sur le terrain? Les membres de la majorité Union Sacrée ont recruté des gens qu'ils ont recommandés pour pouvoir faire le repérage. Dans certains coins, ceux qui sont allés pour le repérage négocient au cours de la corruption pour dire si vous voulez que votre école soit un centre d'inscription électorale et demain un bureau de vote, il faut que vous donniez de l'argent. Ou dans certains cas, on a exclu certains centres en disant vous ne serez pas parce qu'on vous soupçonne d'être plutôt de la partie opposée. Quand on dit la cartographie électorale, nous voulons que ce soit un débat, pas que ce soit une décision isolée de la CENI. C'est un jeu important. Et le collègue a raison de dire, nous en faisons un enjeu structurel pour que ce soit quelque chose qui soit important. Il aurait fallu que la cartographie soit définie en avant. Dans d'autres pays, la cartographie électorale, on n'y revient pas. La cartographie électorale, elle est faite une fois pour toutes et on avance, on ne la refait pas. Mais comme chez nous, il y a un problème de mouvement des populations, on redéfinit la cartographie électorale suivant les moyens. Alors, la publication des résultats bureau par bureau. On nous dit, oui, nous, on a retenu, parce que j'entends ça, on dit on a retenu cette obligation. Mais nous, ce que nous voulions, ce n'était pas ça. Nous voulions, comme ça se fait partout ailleurs, dans beaucoup de pays, vous l'avez vécu notamment au Kenya, on l'a vécu au Sénégal, on le voit au Ghana, on le voit en France, c'est ce que l'on appelle la publication à la criée. Lorsque les résultats, les opérations de dépouillement sont terminées, le président du bureau de vote procède à la publication du résultat sur le site, là où il est. Le système actuel avec la publication, c'est que les résultats consolidés montent au niveau de la CENI et les résultats qui sont publiés ne sont même pas publiés sur les lieux de vote, il faut lire la loi, sont publiés dans les bureaux de la CENI. Ça veut dire que moi j'ai voté à Bolomba, dans une collectivité. Lorsque les résultats viennent dans mon village, je ne reçois même pas les résultats seront affichés dans les bureaux de la CENI. Affichés, il y a une distinction entre l'affichage et la publication, parce que les effets juridiques ne sont pas les mêmes. Le fait d'organiser le vote à la criée, disons, la publication à la criée à l'issue des opérations de dépouillement, fait que les résultats s'imposent aux autres. Le système qui a été mis en place, c'est le système que nous avons décrié, où la CENI fabrique des résultats et les renvoie au bureau de vote, même s'il les affiche après, ou il les publie sur le site internet. Bon, cette obligation n'est d'ailleurs assortie d'aucune sanction. D'ailleurs, comme dans la loi précédente, quand on a dit au bureau Nanga, pourquoi vous ne publiez pas les résultats bureau par bureau, il dit bon, il n'y a pas d'obligation. Mais quand on va aller beaucoup plus loin, il dira aujourd'hui, cette obligation n'étant assortie d'aucune sanction, donc c'est une obligation qui est mineure et donc c'est la soft law. Et la question
en définitive aujourd'hui, c'est que si nous voulons des élections transparentes en 2023, on ne peut plus compter sur la mécanique interne des élections. C'est-à-dire que la CENI, il pèse sur elle le soupçon de non-impartialité, d'absence d'indépendance, parce que c'est une composition monopartisane. 2, la Cour constitutionnelle, telle qu'elle était aujourd'hui composée et telle qu'elle est réformée, ne donne pas de garantie ni d'indépendance ni de crédibilité. Il faut donc imaginer que c'est la population, c'est la société civile qui doit monter en termes de tension, de veille sur les élections. Et que malheureusement, c'est par ces billets-là, qui est un billet qui peut amener à la confrontation que l'on veut bien éviter si la loi anticipe, où la société doit s'approprier du droit de vote. Parce qu'il y a une chose, le droit de se choisir les dirigeants n'est pas le droit de la majorité, n'est pas le droit des politiques. Le droit de se choisir ses dirigeants, c'est, disait Victor Hugo, la seule occasion pour le petit de sortir, de bomber les torses et de se dire « Aujourd'hui, je vais exercer ma part de pouvoir dans la souveraineté nationale ». Et ce jour-là, ce droit-là, appartient au peuple. Il faut donc qu'il y ait une vigilance citoyenne qui soit en mesure de prendre déjà en considération que le cadre légal tel qu'il est fait aujourd'hui n'offre pas les garanties de la transparence et que par l'observation, la société puisse s'imposer le cas échéant en cas de fraude électorale. Parce que si ce qui s'est passé en 2018 est devenu notre mode de fonctionnement, ça veut dire que dans l'ordre d'apprentissage de la démocratie, en 2006, nous avons eu les premières élections pluralistes. En 2011, on a eu la continuité du cycle électoral. En 2018, c'était l'alternance politique. Et en 2023, le peuple s'attend à recouvrer pleinement le droit de se choisir ses dirigeants sans que la CENI ou un autre pouvoir s'impose à lui. Et cette mission impose à ce que la société soit mobilisée et soit organisée pour avoir cette vigie citoyenne, parce que, en l'absence d'innovations réelles dans la loi, dans le contexte de la régression du fonctionnement des institutions appelées à être les piliers de la transparence électorale, il faut que le peuple, qui est le détenteur de ce droit, puisse assurer la défense de sa propre souveraineté dans le respect des lois et règlements de la République. J'ai dit et je vous remercie.